Bonjour, bienvenue à cette révision sur les structures de données de R et les fonctions d'application. Il s'agit d'un chapitre très important. D'une part, le choix de la structure de données détermine souvent le type d'algorithme qu'on utilisera pour résoudre un problème. Dès lors, il devient important de pouvoir effectuer un choix éclairé. D'autre part, les fonctions d'application sont des outils absolument essentiels pour programmer avec R de manière efficace et élégante. Commençons d'abord par regarder les principaux types de données disponibles dans R. Évidemment, on a déjà vu le vecteur simple au chapitre précédent. C'est la structure de base, vraiment celle qu'on utilise le plus fréquemment dans R. Mais parfois, on a besoin d'aller au-delà d'un vecteur simple et on a les autres types de données qui sont précisés ici. Un des plus importants, ça va être la matrice, donc un tableau rectangulaire de nombres, ou un tableau. En anglais, on appelle ça un array. Ce que ça signifie, c'est qu'essentiellement une matrice à plus que 2 dimensions. On va revenir là-dessus plus en détail dans un instant. Ensuite, l'autre type de données extrêmement important dans R, c'est la liste. C'est la structure de données la plus générale qui permet de stocker à peu près n'importe quoi. Ensuite, on a une espèce d'hybride entre la matrice et la liste qui est le tableau de données. En anglais, on utilise l'expression data frame. C'est une structure de données extrêmement importante dans R lorsque l'on veut faire de l'analyse statistique. Elle est moins importante un peu en programmation, mais comme je le disais, dans l'analyse de données, elle est extrêmement importante. Donc, le tableau de données, pour l'essentiel, c'est une matrice dans laquelle les colonnes peuvent contenir des données de types différents. Donc, c'est à ce sens que c'est un hybride entre une matrice et une liste. Ensuite, on va parler un petit peu dans un instant du facteur, qui est important également pour stocker des données de type catégoriel. Et dans le chapitre, je vous ai présenté également, il y a une petite section sur les dates. Ça joue un rôle important dans le travail longitudinal, mais je n'y reviendrai pas dans cette séance de révision. Je vais commencer par ce que j'appelle, moi, l'axiome de la programmation en R. Ce n'est pas un véritable axiome. Là, encore une fois, ne cherchez pas ça dans la littérature. C'est un peu une de mes créations. Donc, ce que j'appelle l'axiome de la programmation en R, c'est le fait que si vous utilisez correctement l'arithmétique vectorielle, dans un premier temps, et ensuite les fonctions d'application pour effectuer des calculs répétitifs, ben, vous devriez réussir à programmer à peu près exclusivement sans boucle explicite dans R. C'est pas pour rien que je vous ai pas présenté encore comment faire des boucles dans R. C'est parce que souvent, grâce à l'arithmétique vectorielle et les fonctions d'application, on est capable de se passer complètement des boucles. Donc, regardons ici un petit peu plus en détail le cas des matrices et des tableaux. Donc, une matrice, c'est un tableau de nombres à 2 dimensions et un tableau, comme je le disais tout à l'heure, un array dans R, c'est une matrice à 3 dimensions et plus. Donc, ou si vous préférez, une matrice, c'est un array à 2 dimensions. Ce qui est important de garder en tête, c'est comment est-ce que ces tableaux, ces matrices et ces tableaux sont remplis par R. Lorsqu'on demande à R de créer une matrice ou un tableau à partir d'un vecteur de nombres, typiquement, comment est-ce que R va disposer ces nombres-là à l'intérieur de la matrice et du tableau? Et c'est pour ça que vous devriez garder en tête ces petites représentations qui, bien franchement, que je n'ai pas rencontrées très très souvent dans la littérature. Premièrement, gardez en tête que les matrices sont remplies par colonnes. Et ça, c'est pas naturel parce que lorsque vous avez fait de l'algèbre linéaire, vous avez appris qu'est-ce qu'étaient les matrices, tout naturellement, on a tendance à remplir les matrices ligne par ligne. Donc, écrire les valeurs d'abord dans une première ligne et ensuite on passe à la seconde ligne et ainsi de suite. Or, R ne fonctionne pas comme ça. R remplit les matrices par colonne. Alors, comment est-ce qu'on remplit un tableau à plusieurs dimensions? D'abord, on remplit la première matrice par colonne. Et ensuite, l'idée pour se représenter mentalement à quoi peut avoir l'air un tableau à 3 dimensions et plus dans R, il s'agit de voir ça comme une série de matrices placées les unes derrière les autres. Et donc, comment R va remplir un tableau à 3 dimensions? Il va remplir la première matrice par colonne et ensuite il va passer à la seconde matrice, toujours remplie par colonne, la troisième matrice et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'image que vous avez au centre ici, qui est un tableau à 3 dimensions. Comment est-ce qu'on peut se représenter maintenant des tableaux à 4 dimensions? L'idée, c'est de voir ça comme des tableaux à 3 dimensions
placés les uns derrière les autres, et ainsi de suite, lorsqu'il y a plus de dimensions. Donc, en tout cas, pour ma part, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à programmer avec R, de me donner cette représentation mentale de ce que sont des tableaux à 3 dimensions et plus dans R. Rappelez-vous, au chapitre précédent, lorsqu'on a parlé des opérations d'indissage sur les vecteurs, je vous ai dit que c'était des opérations qui sont extrêmement importantes. Donc, c'est encore le cas, évidemment, lorsqu'il s'agit de matrices et de tableaux. Sauf que ça peut devenir rapidement un petit peu plus compliqué à comprendre. Regardons d'abord ce qui se passe pour l'indissage des matrices. Puisqu'on a 2 dimensions, on peut préciser jusqu'à 2 dimensions dans notre opération d'indissage et on sépare les indices à l'aide d'une virgule. Si on spécifie simplement un des 2 indices et qu'on laisse l'autre vide, rappelez-vous la règle pour l'indissage, il y avait une règle qui disait que si l'indice qui est fourni est laissé vide, ça sélectionne toutes les valeurs, ben, on a l'utilisation de ça ici. Donc, si je demande, par exemple, d'extraire la première ligne d'une matrice, virgule, et je laisse la colonne, le numéro de colonne en blanc, vide, ce que ça veut dire, c'est sélectionner toutes les colonnes. Donc, au final, extraire la première ligne d'une matrice. À l'inverse, je pourrais extraire uniquement une colonne également d'une matrice en laissant l'indice sur le numéro de ligne vide. Donc, je n'ai pas besoin de dire sélectionne les lignes 1, 2, 3 et la colonne numéro 3. J'ai juste à laisser le numéro de ligne vide et on va sélectionner la colonne au complet. Évidemment, si je spécifie les 2 indices, un pour la ligne, un pour la colonne, je vais extraire uniquement une valeur de la matrice. Là où ça devient plus intéressant, c'est si on regarde le cas des tableaux. Ici, j'ai pris l'exemple d'un tableau à 3 dimensions. Qu'est-ce qui arrive si je donne simplement un seul indice dans l'opération d'indissage? Bien, ce que ça correspond à faire, c'est que ça correspond à prendre des tranches à l'intérieur du tableau. Ici, j'ai pris une tranche horizontale à l'intérieur du tableau. Je pourrais prendre des tranches verticales si j'avais plutôt utilisé le 2e indice, si j'avais spécifié plutôt un indice non nul ou un indice en seconde position, ou alors des tranches transversales qui correspondent un petit peu plus à comme des tranches dans un pain tranché, si c'était plutôt la troisième dimension que j'avais spécifiée. Si on donne 2 dimensions, maintenant, c'est l'élément que vous trouvez en 2e ligne et 3e colonne. Donc, si on spécifie 2 dimensions, alors là, on va se trouver à faire une extraction par ce que j'appelle, moi, des carottes. Donc, ici, vous voyez une carotte qui serait transversale. Et évidemment, si je spécifie 3 indices pour un tableau à 3 dimensions, ben là, on extrait simplement un élément unique. La fonction d'application pour les matrices et tableaux, elle s'appelle apply. Là, ici, attention. Apply, c'est une fonction d'application qui sert uniquement pour les matrices et les tableaux. N'utilisez pas apply sur d'autres types de structures de données. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent. L'idée, apply, c'est une fonction d'application générique qui s'applique à tout. Non, ce n'est pas le cas. Apply, c'est la fonction d'application pour les matrices et les tableaux, exclusivement. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction d'application? Elle applique une certaine fonction à répétition sur, si on prend le cas d'une matrice, chacune des lignes ou chacune des colonnes d'une matrice, tour à tour. Alors, par exemple, ici, si j'utilise la fonction apply, c'est le premier cas que vous avez à l'écran, la fonction apply sur une matrice, disons, X, et que je dis que je veux appliquer une certaine fonction que j'ai appelée ici fun, qui veut simplement dire fonction, donc c'est le nom d'une fonction, et que je demande de le faire sur la première dimension, ça veut dire d'appliquer cette fonction-là sur chacune des lignes de la matrice, tour à tour. Ce que ça va nous donner, c'est un vecteur des résultats de l'application de la fonction sur chacune des lignes. Donc, dans l'exemple ici, un vecteur de 3 éléments, puisqu'on avait 3 lignes dans la matrice.
Si on fait la même chose, mais plutôt sur les colonnes, donc en spécifiant qu'on veut faire l'opération d'application sur la seconde dimension de la matrice, ben, il va se passer la même chose, sauf qu'on va obtenir ici, dans l'exemple, puisqu'on a une matrice de 4 colonnes, on va obtenir 4 valeurs. Ça devient un petit peu plus corsé quand on regarde le cas des tableaux. Alors, si on utilise la fonction d'application apply et qu'on spécifie une seule dimension sur laquelle on veut appliquer, ce que ça signifie essentiellement, c'est qu'on veut réduire ou se débarrasser des deux autres dimensions qu'il y a dans notre tableau à 3 dimensions. Et donc, de réduire ces deux autres dimensions, donc les deux dimensions qui ne sont pas précisées dans l'appel à apply. Alors, si on regarde le premier exemple ici, où je fais une application sur la première dimension qui est les lignes, ça veut dire que je veux me débarrasser des deux autres dimensions, les colonnes et les tranches. Donc, à quoi ça revient? Ça revient, ou les tranches ou les profondeurs. À quoi ça revient de faire cette opération? Ça revient à faire des tranches horizontales à l'intérieur de mon tableau et de prendre ces tranches horizontales-là et de les donner à une certaine fonction et qui va potentiellement réduire ces valeurs-là à une seule valeur. Donc, comme j'ai 3 tranches horizontales à l'intérieur de mon tableau, l'opération se réduit à 3 valeurs. Si on utilise plutôt comme deuxième argument de la fonction apply à partir d'un tableau à 3 dimensions, donc si dans notre deuxième argument, on utilise 2 valeurs, donc 2 dimensions sur lesquelles on veut faire l'application, ça revient à dire que l'on va utiliser notre fonction d'application sur des carottes faites à l'intérieur de notre tableau. On se débarrasse de la troisième dimension, on se débarrasse d'une seule dimension, donc il nous reste des carottes. Dans tous les cas ici, si j'ai demandé d'appliquer sur 2 dimensions à la fois, ce que je vais obtenir, comme résultat, c'est une matrice donc qui correspond à ces 2 dimensions-là. J'ai dit tout à l'heure que la liste était l'objet le plus général dans R, c'est celui qui permet de stocker à peu près n'importe quoi. En fait, on dit de la liste dans R que c'est un objet récursif dans la mesure où il peut se stocker lui-même. Une liste peut contenir absolument n'importe quoi, y compris une liste. Vous avez un exemple ici d'une liste de 4 éléments. Le premier élément de la liste, c'est un vecteur de 5 éléments. Ensuite, le deuxième élément de la liste, c'est le vide. Donc, ce qu'on a mis comme deuxième élément de la liste, c'est l'objet nul qui représente le vide, rien, néant. Donc, la position, le contenant existe dans la liste. Le contenant en position 2 existe, mais il n'y a rien dedans. Ensuite, comme troisième élément de la liste, et ici dans l'exemple, on a un vecteur de 2 éléments qui sont de type caractère. Et notre quatrième élément de notre liste, vous voyez, j'ai mis une liste à l'intérieur de la liste et cette liste-là contient un élément et cet élément-là, c'est un vecteur de 3 caractères. Lorsqu'il s'agit de faire de l'indissage sur des listes, ben là, il y a 2 opérateurs d'indissage qui deviennent disponibles et il est extrêmement important de bien comprendre la différence entre les deux. Premièrement, on peut utiliser les crochets simples auxquels vous êtes déjà habitués pour faire de l'indissage dans des vecteurs, voire même dans des matrices. Lorsque on fait de l'indissage avec des crochets simples dans une liste, le résultat de cet indissage est toujours une liste, même si on a extrait un seul élément de la liste. Vous voyez ici que si j'extrais le premier élément de ma liste X que j'avais créée, ce que ça me retourne, c'est une liste de un élément et en fait le premier élément de la liste qui s'avère être donc une liste qui contient le vecteur des nombres de 1 à 5. Très souvent, lorsqu'on veut indicer sur un seul élément d'une liste, on voudrait non pas obtenir une liste qui contient l'élément, mais directement juste l'élément à l'intérieur de la liste. Donc, si je voulais obtenir non pas une liste de un élément qui contient les nombres de 1 à 5, mais juste le vecteur des nombres de 1 à 5, comment est-ce que je pourrais faire? Bien, c'est là qu'entrent en jeu les crochets doubles. Les crochets doubles, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient l'élément de la liste. On peut utiliser les crochets doubles uniquement avec un et un seul indice.
Alors, si je veux extraire le premier élément de la liste, mais le sortir de cette espèce de coquille qui est une liste, ben, j'utilise les crochets doubles pour dire, comme dans l'exemple ici, le premier élément de la liste, c'est le vecteur des nombres 1, 2, le vecteur des nombres 1, 2, 3, 4, 5. On en arrive maintenant à des fonctions d'application qui sont extrêmement importantes, qui sont beaucoup utilisées dans R lorsqu'il s'agit de faire des calculs récursifs sur chacun des éléments d'une liste ou d'un vecteur. Ce sont les fonctions d'application pour les listes et vecteurs qui sont lapply, sapply et mapply. Lapply et sapply sont très similaires. Ce qu'elles font, c'est qu'elles appliquent une fonction à chacun des éléments, tour à tour, à chacun des éléments d'une liste et ou d'un vecteur. La différence entre les deux fonctions, c'est dans la manière dont elles vont retourner leur résultat. Avec lapply, le résultat est toujours une liste. Toujours. Même si le résultat de l'application sur chacun des éléments de la liste a retourné une seule valeur, ces valeurs-là vont être retournées dans une liste. sapply, ce qu'elle fait, c'est que si c'est possible, elle va essayer de simplifier le résultat, c'est-à-dire d'enlever l'espèce de structure de liste autour des résultats. Le S, d'ailleurs, est là pour simplify. Alors, si on utilise la fonction sapply, plutôt dans l'exemple que je vous ai donné, et c'est celui qu'on trouve au milieu de l'image, ben, c'est que le résultat va être retourné sous forme de vecteur simple. Si ce n'est pas possible de faire cette simplification, ben, sapply va retourner le même résultat qu'lapply. Là, vous pourriez vous dire, à quoi bon utiliser lapply? Je vais utiliser sapply partout parce qu'au pire, elle me donnera le même résultat que lapply. C'est vrai. Alors, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas une bonne idée ou pourquoi est-ce qu'il existe deux fonctions? Quand on lit du code informatique et qu'on voit un appel à la fonction lapply, dans notre tête, on se dit tout de suite, le résultat de cet appel-là, c'est une liste. Le processus mental se fait automatiquement. On voit un appel à lapply, le résultat, c'est une liste. Avec sapply, lorsqu'on voit sapply, on s'attend à ce que le résultat soit un vecteur ou une matrice, qui sont les deux manières de simplifier les résultats que sapply supporte, donc produire un vecteur ou une matrice. Donc, si je vois sapply, je m'attends à ce que le résultat soit un vecteur et une matrice. Si ce n'est pas le cas, ben, il faut presque documenter le fait de dire « Ah, ben, dans le cas présent, sapply va retourner une liste. » Pourquoi faire ça? Aussi bien utiliser directement la fonction lapply et envoyer tout de suite le message au lecteur que le résultat va être une liste. Également, si on utilise sapply et qu'on sait, nous, pertinemment, qu'il n'est pas possible de simplifier les résultats et qu'on va obtenir une liste, ben, on va demander à R de faire du traitement additionnel. On va lui demander de vérifier s'il est possible de simplifier les résultats, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que essayez de bien choisir votre fonction d'application. lapply, lorsque vous voulez produire une liste. sapply, lorsque vous voulez produire un vecteur ou une matrice. La troisième fonction d'application, qui est un petit peu moins utilisée, mais qui est néanmoins très pratique, dont je vais vous parler ici, c'est la fonction mapply. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va travailler à partir de deux vecteurs ou deux listes, et elle va faire du pairage élément par élément entre les deux vecteurs. Donc, elle va appliquer une certaine fonction sur, par exemple, le premier élément du vecteur x et le premier élément du vecteur y. Ensuite, sur le deuxième élément de x, le deuxième élément d'y, le troisième élément de x, le troisième élément d'y, et ainsi de suite. À ce stade, je dois revenir sur deux concepts que je vous ai présentés au chapitre précédent, mais qui semblaient un peu désincarnés parce qu'on n'avait pas véritablement de contexte propice pour les utiliser. Et j'ai nommé les fonctions anonymes et l'argument trois petits points, ou point, selon la manière dont vous voulez le nommer. Supposons qu'on a une liste qui contient des vecteurs de nombres réels. Okay? Une liste quelconque, peu importe la longueur qu'elle a, mais dites-vous que chacun des éléments de la liste, c'est un vecteur de nombre. Vous savez déjà que si on voulait calculer, par exemple, la somme des éléments de chacun de ces vecteurs, on pourrait facilement utiliser la fonction lapply ou sapply avec
comme fonction, la fonction somme. Ça va bien lorsqu'il y a des fonctions qui sont intégrées dans le langage, qui sont déjà disponibles pour faire les calculs dont on a besoin. Mais vous allez rapidement vous rendre compte que lorsque vous voulez utiliser les fonctions d'application, peut-être bien que la fonction que vous voulez appliquer, il n'y a pas de fonction déjà dans le langage qui fait le calcul dont vous avez besoin. En fait, vous devez développer votre propre fonction et ensuite l'utiliser à l'intérieur d'une fonction d'application. En voici un exemple. Ce que l'on veut faire comme calcul, c'est non plus la somme des valeurs d'un vecteur, mais la somme des valeurs au carré. Il n'y a pas de fonction dans R qui calcule la somme des éléments élevés au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on veut faire ce calcul-là? Bien, on va devoir se développer une fonction. Alors, voici comment est-ce qu'on pourrait faire avec ce que j'appelle une fonction intermédiaire. Donc, on pourrait se définir une petite fonction. Donc, j'ai appelé f ici, qui ce qu'elle fait, c'est qu'elle additionne tous les éléments d'un vecteur après les avoir élevés au carré. Et ensuite, je pourrais mettre cette fonction-là à l'intérieur d'une fonction sapply pour obtenir, pour chacun des éléments de la liste, la somme des éléments au carré. Là, il y a des valeurs, 204, 100, 136, 294, je vais dire d'où viennent ces valeurs, ce que je ne vous ai pas montré, la définition de la liste X que je m'étais donnée. Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, est-ce que la fonction f, elle m'est utile une fois que j'ai fait le calcul avec ma fonction d'application? Si la fonction f est complètement inutile à l'extérieur de l'utilisation de la fonction sapply, c'est là que ça devient intéressant d'utiliser plutôt une fonction anonyme qui permet d'éviter de devoir définir une fonction f, l'utiliser et essentiellement la jeter après usage. Donc, voici comment je pourrais faire le même calcul, mais sans avoir à traîner autour de moi la fonction f qui deviendrait inutile après l'utilisation de sapply. Regardons maintenant l'utilisation de l'argument 3 petits points ou point. Si vous regardez la définition d'à peu près toutes les fonctions d'application, elles ont comme dernier argument point. Et à quoi sert ce point? C'est à passer des arguments additionnels à la fonction que l'on veut appliquer. C'est un petit peu difficile à comprendre au départ. Alors regardons un exemple, j'espère qu'un exemple qui est assez simple. J'ai toujours ma liste dans laquelle j'ai un vecteur donc ma liste qui contient plusieurs vecteurs de nombres entiers ou de nombres réels. Et je voudrais calculer pour chacun de ces vecteurs le nombre d'éléments qui sont plus grands qu'une certaine valeur y. Supposons plus grande que 10. Donc, je veux calculer le nombre d'éléments dans chacun de mes vecteurs qui sont supérieurs à 10. C'est chose que l'on pourrait représenter mathématiquement par l'expression que vous avez là, soit la somme d'une fonction indicatrice qui retourne 1 lorsqu'un xi est plus grand que y. Donc, comment est-ce que je pourrais faire ça dans R? Je pourrais me donner une petite fonction f qui prend deux arguments, un vecteur x et une valeur y, et qui retourne la somme des éléments de x qui est plus grande que y. Donc ça me donne le nombre d'éléments du vecteur x qui est plus grande que y. Donc si maintenant je veux utiliser cette fonction-là sur chacun des éléments d'une liste, je vais avoir deux arguments à ma fonction. Non plus un seul argument, mais deux. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir passer la valeur de y à la fonction f? C'est là qu'entre en jeu mon argument point. Donc, on va appeler la fonction sapply. Son premier argument, ça va être la liste sur laquelle je veux effectuer mon application. Mon deuxième argument est toujours la fonction f. Et les autres arguments, donc passer le deuxième argument, ça devient des arguments additionnels que R va passer à la fonction f. Donc, dans le premier appel où j'ai écrit sapply xf3, ce que R va faire, c'est qu'il va aller extraire le premier élément de la liste x, il va le passer en premier argument à la fonction f, et il va voir, il y a un autre 3 également qui est là, R va le passer à la fonction f en deuxième argument. Et donc, ce avec quoi on va se retrouver, c'est plusieurs appels de la fonction f avec comme premier argument un vecteur de données
et en deuxième argument, la valeur 3. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'écrire explicitement quel est le nom de l'argument de la fonction qu'on applique, donc le dernier appel que vous voyez à l'écran. Donc, d'utiliser sapply, ma liste, la fonction que je veux appliquer, et toujours mon argument qui vaut 3, mais de spécifier son nom, de dire c'est l'argument qui s'appelle Y dans ma fonction f, auquel je passe la valeur 3. Passons maintenant au facteur. C'est un type de stockage pour les données catégorielles. Donc, plutôt que de stocker ça sous forme d'un vecteur simple et de décider nous-mêmes quelles vont être les catégories, comme par exemple 0, 1 ou une lettre ou différents types de codes, ben, R contient un type de données qui s'appelle un facteur dans lequel on peut écrire en toutes lettres le nom de la catégorie. Les données nous seront toujours présentées sous forme de chaîne de caractères, donc quelque chose qui est très lisible, mais R à l'interne va se charger de donner des valeurs numériques, en fait, sous forme d'entiers, aux différentes catégories. Donc, si vous avez sélectionné comme catégorie petit, moyen, grand, ben R va s'occuper automatiquement de donner des valeurs, disons, 1, 2, 3 à ces trois catégories, mais ne vous les présentera jamais, ces valeurs-là. Va toujours vous présenter les valeurs sous forme de petit, moyen, grand. Lorsqu'on a des données catégorielles, ben, il n'est pas rare qu'on veut faire des sommaires ou des calculs par catégorie. Supposons que, je sais pas moi, vous avez des données de la vente de bière au Québec avec les différentes brasseries et un facteur qui pourrait indiquer s'il s'agit d'une brasserie industrielle ou d'une microbrasserie, par exemple. Ben, vous pourriez vouloir calculer les ventes totales de bière pour, d'un côté, les brasseries industrielles et d'un autre côté, les microbrasseries, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Premier réflexe, ça va peut-être être « Ah, je vais être obligé de faire une boucle. » Ben non, ce genre de choses-là est déjà prévu dans le langage. Il s'agit, encore une fois, d'appliquer une certaine fonction sur les différentes catégories qui existent dans les données. Et pour ça, on a la fonction tapply. Tapply, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des données, elle les sépare en catégories à l'aide d'un facteur qui lui est donné en second argument. Et une fois que les catégories, les subdivisions ont été créées, elle applique une fonction, le troisième argument, sur chacune des catégories. Voilà, ça ferait le tour des éléments essentiels sur lesquels je voulais revenir dans ce chapitre. Comme je le disais, n'oubliez pas, c'est un chapitre important. Essayez de bien choisir vos structures de données lorsque vous essayez de résoudre un problème. Et surtout, prenez l'habitude d'utiliser les fonctions d'application lorsque vous devez effectuer des calculs répétitifs dans R. C'est généralement plus élégant et plus efficace qu'utiliser des boucles explicites. À la prochaine!